Bienvenue à Repousser les limites. Mon nom est Jeff Dussault. Ça me fait tellement plaisir de vous accueillir sur ce nouvel épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis en compagnie d'un presque champion de backyard qui a eu lieu à Kakuna récemment. Il est aussi pédiatre spécialisé en soins critiques. C'est un ultra-marathonnier de renommée mondiale. Il y a même des records Guinness homologués. Donc, Sébastien Roulier, c'est un honneur de te recevoir sur le podcast. Puis merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Merci pour l'invitation. Ben, ça fait plaisir pour vrai. Écoute, ma première question, c'est souvent la même, là. Comment que le sport est arrivé dans ta vie? Oui, la bonne question, en fait, comment les marathons sont arrivés dans ma vie? Parce que j'ai toujours été un petit peu actif, pas hyper actif, juste actif. J'aimais bien le plein air quand j'étais jeune, mais c'était du vélo, c'était des jeux avec mes frères, dans la rue avec les amis, là. Donc, rien d'organisé. J'ai jamais été dans des équipes sportives comme telles non plus. OK. Quand je suis arrivé à l'université, je commençais à faire plus de vélo à ce moment-là. J'ai même fait le tour de la Gaspésie à vélo en 96. Je suis parti de la rive sud de Montréal, puis je suis allé en Gaspésie, puis je suis revenu en une vingtaine de jours. Donc, tu sais, les folies un peu de longue distance étaient déjà peut-être un peu dans mon ADN. Euh, puis, quand j'avais du temps libre pendant mes études en médecine, c'était du vélo que j'allais faire, un peu de course. Puis à l'époque, je courais peut-être une quinzaine de kilomètres. Puis j'ai un ami en 1999 qui a fait un marathon. Puis quand j'ai vu ça, moi, j'ai dit, ah, ben, c'est pas juste pour les élites. Finalement, le marathon, tout le monde peut faire ça. Puis, la distance du demi-marathon, ça aurait été probablement la logique là, de faire un demi-marathon avant de faire un marathon. Ça ne m'interpellait pas parce que faire 6 kilomètres de plus, je trouvais que tu sais, j'étais pour y arriver. Donc, je vais aller dans une zone plus loin qui est le marathon. Fait que ma première course avec Dossard, ça a été le marathon de Québec en l'an 2000. Wow. En 3h36. Un split extrêmement positif. Donc, première moitié beaucoup plus vite que la deuxième. Mais quand j'ai terminé, euh, les premiers mots que j'ai dit, c'est juste des fous qui font ça, plus jamais je vais faire ça. 3 mois après, je me dis, ah ben, peut-être que je pourrais m'améliorer. Puis ben, c'est là que ça a vraiment commencé à ajouter un peu plus de sorties, d'entraînement. Tu sais, à l'époque, je devais courir 3, 4 fois semaine seulement. Je dis seulement là, parce que maintenant, c'est un petit peu plus. C'est un petit peu plus maintenant, mais tu sais, je devais faire mon 3000 kilomètres par année. Puis j'avais l'impression que j'avais toujours la bonne recette, mais tu sais, j'ai jamais eu d'entraîneur. Alors, j'ai toujours fait mes propres entraînements. Puis avec les ultras, j'ai pas plus eu d'entraîneur. J'ai tellement un horaire qui est tellement varié que je cours quand ça me le dit maintenant. Avec la garde partagée aussi. Donc, faut que je conjugue tout ça avec le travail aussi. Donc, c'est pas toujours évident. Mais de un marathon par année, je suis monté à 2 marathons, 3 marathons. J'ai fait jusqu'à 8 ou 10 marathons dans une année. Wow. Euh, et à un moment donné, je me suis dit, ben, tu sais, pour que le marathon soit facile, ben, pourquoi pas courir plus que le marathon en entraînement? Puis c'est comme ça qu'est arrivé un peu l'ultra-marathon. Je courais dans les rues tout seul, 70 kilomètres, 80 kilomètres, des sorties longues. Je faisais des marathons d'entraînement avant mes marathons. Fait que, tu sais, la longue distance était toujours là. Puis à un moment donné, je me suis dit, ben, je vais m'inscrire à une vraie course. Et j'ai choisi une course qui était dans leur site, sur leur site web, c'était marqué Runnable. Fait que je me suis dit, bon, c'est parfait pour moi, quelqu'un qui vient de la route. Puis c'était à Ipswich, au Massachusetts. C'était le Stone 450. Ça a été ma première course d'ultramarathon. Puis honnêtement, ça a été là que ça a fait le virage. C'était en 2011. Ça a fait un virage route vers trail parce que les sensations que j'ai eues durant cette course-là, j'avais l'impression que je m'amusais comme un fou, même si à un moment donné,
j'hallucinais parce que je manquais de sucre, là, mais j'ai aimé les sensations de courir, c'était en novembre, de courir dans l'eau qui était glacée, d'avoir presque 1 kilomètre avant de retrouver les orteils qui dégèlent, mais juste d'être dans la nature, on dirait que c'était vraiment ce que je voulais vivre, les odeurs, on passait dans des forêts de conifères. Tu sais, je me rappelle de tout ça avec cette course-là, qui était des loops, hein, donc on faisait 4 loops de 20 km. Mais tu sais, de commencer la nuit, ben, tes loops sont toutes différentes après dans la journée de toute façon. Puis, ben, en ayant un bon résultat, c'est sûr que ça amène une motivation. Je pense que j'avais fini troisième à cette première course-là. Et tranquillement, j'ai fait un switch de course sur route à course de trail longue distance. Et j'ai toujours gardé un marathon jusqu'à la COVID. C'était le marathon de Boston. Donc, j'ai vraiment arrêté plusieurs courses sur route parce que j'avais compris à un moment donné qu'il fallait que je cours des plus petites distances pour m'améliorer. Donc, à partir de 2007 à peu près, 2006-2007, j'ai commencé à faire des demi-marathons, des 10 km. J'ai eu des belles performances en poussant mes enfants aussi. J'ai gagné des courses en poussant mes enfants. En 2010, j'ai gagné le marathon de Rimouski en poussant mes enfants. Puis j'avais même changé mes enfants en cours de route. Puis je pense que j'avais fait 2h45 sur ce marathon-là. Fait que j'avais un bon potentiel marathon, mais tu sais, au final, je me dis, ben, tant mieux si ça a changé pour le trail. Tu sais, j'ai pas trop surfé sur la vague de juste OK, je suis bon à la course en poussant mes enfants, ça va bien. J'étais allé explorer autre chose. Puis, ça a amené des beaux résultats avec ces courses-là. Puis, naturellement, je commence en faisant des 80 km, puis éventuellement, ben, je monte à 100 km. Là, je me dis, ben, il faudrait bien que j'essaye le 100 miles. Donc, je fais le premier 100 miles qui est le Vermont 100. Puis, Un classique. ben, un classique, hein, naturellement. Puis, de fil en aiguille, j'ai rajouté d'autres 100 miles, des 100 miles un peu plus reconnus aussi. Ben, le Vermont 100 est bien reconnu, là, mais la Western States, Plus difficile, ouais, ouais, ouais. l'UTMB aussi que j'ai fait. Donc, le Bromont Ultra, je pense qu'on peut dire que c'est aussi bien reconnu. Ouais, 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 clairement dans notre région, là. Puis après ça a juste été d'explorer différentes choses à la course. Fait que, tu sais, c'est de fil en aiguille, puis tu sais, sans avoir une destination, c'est juste sur mon parcours, il se présente des choses, puis j'explore, puis disons que la trail est souvent proche maintenant, mais tu sais, ça m'a amené quand même à pousser des personnes à mobilité réduite, à avoir des records Guinness avec ces gens-là sur demi-marathon, marathon, sur 100 km, sur course de 24 heures. J'ai fait, donc j'ai exploré vraiment plein de choses à la course, puis il y a toujours quand même eu des bons résultats qui m'ont amené aussi dans des championnats mondiaux, dans 5 championnats mondiaux pour représenter le Canada. Puis, ben, courir pour des causes m'a amené à augmenter les distances avec ma plus longue distance qui est à peu près 425 km en 77 heures. C'était pour Moisson-Estrie, où là, le parcours était une forme de cœur. C'était l'événement Avançons tous en cœur pour Moisson-Estrie pendant la COVID. Donc, pour une levée de fonds, étant donné que les banques alimentaires en avaient le besoin de fonds et de denrées. Donc, on a bâti un événement très rapidement pour justement faire cette levée de fonds. Puis moi, ben, j'avais décidé de faire un cœur géant à travers toutes les municipalités, ben, les MRC de l'Estrie. OK. OK, super. Fait que est-ce qu'on peut dire que tu as toujours été un petit peu à l'affût de te challenger puis de sortir de ta zone de confort? Ben, je pense pourquoi je continue toujours à aimer la course, puis à aimer d'autres sports maintenant aussi, mais c'est les défis, effectivement. Donc, le challenge que tu dis, les défis, je pense que c'est important. On dirait que tu sais, la course, ça me définit pas nécessairement. Tu sais, j'ai quand même plein de défis dans d'autres sphères de ma vie aussi. Mais le fil conducteur à travers la course, c'est pas juste de dire je vais aller courir mon petit 5 km aujourd'hui, puis ça va être ça toute la semaine. On dirait qu'il faut qu'il y ait des objectifs autres sous forme de défis. Puis les défis, c'est pas obligé d'être des courses avec dossard nécessairement. Il y a eu des défis que ça a été de faire les 48 sommets du New Hampshire en 2017. Je les ai faits, je les ai refaits avec Annie-Claude, ma copine. Et là, ben, on poursuit la quête
des 111 sommets de 4000 pieds, ben, les 115 sommets là, de 4000 pieds et plus du nord-est des États-Unis. Euh, donc, euh, euh, donc, ça prend plusieurs formes, les défis. C'est du fast-packing aussi, c'est des randonnées rapides. Euh, euh, mais dans tout ça, c'est de me retrouver en nature principalement. C'est ça que j'aime. Puis, euh, euh, c'est ça, c'est vraiment le fil conducteur. Donc, pour moi d'avoir des défis sans nécessairement toujours rechercher les performances. Honnêtement, les performances viennent parce qu'elles ont à venir probablement, mais c'est pas ça que je vise nécessairement. Puis, ça va un peu avec ce qui s'est passé sur beaucoup de mes parcours. C'est j'ai pas eu beaucoup d'abandon jusqu'à 2021. J'avais abandonné aucune course. Donc, pendant plus de 20 ans à courir, plus de 10 ans à courir des ultramarathons, plus de 20 ans à courir des marathons, j'avais jamais abandonné aucune course. La première course que j'ai abandonnée, ben, c'était au Québec Méga Trail en 2021. L'année suivante, c'était à Bryce Canyon, où là, j'avais abandonné. Puis là, bon, on peut rajouter Kakuna où après 45 heures, j'ai décidé d'être l'assist de Marco là, qui a fini en 46 heures. Là. Puis c'est comment, après autant d'années, après autant de temps de vivre un premier abandon, ça a été quelque chose de confrontant pour toi ou ça s'est quand même bien fait? Non, puis ben, ça s'est quand même bien fait. Puis, tu sais, la décision était quand même était très, très réfléchie là, à ce moment-là. Là. C'était pas pour une blessure. Tu sais, si je prends le Québec Méga Trail, tu sais, ça allait pas bien. Ça faisait une trentaine de kilomètres que ça allait pas bien. C'était Annie-Claude qui me paissait, donc ma copine qui me paissait. Puis à un moment donné, je me suis dit, ben, tu sais, pourquoi vivre la course comme ça, alors que ça va pas bien, puis alors que je pourrais passer du bon temps avec ma blonde, ben, à un moment donné, j'ai dit, gars, on va arrêter ça là, puis on va aller prendre une bière, puis on va profiter du reste de la soirée, là, au lieu de repasser toute la nuit encore à courir. Euh, puis à Bryce, ça avait fait aussi un peu la même chose. Ben, c'est sûr que Bryce, il y avait le voyage, c'était un 100 miles, là, donc il y avait le voyage, il y avait le décalage horaire, il y avait l'altitude, même si c'est pas très élevé. Puis à un moment donné, j'ai ressenti un peu plus de fatigue. Puis en arrière-tête, il y avait le Grand Canyon qui était pas loin avec notre horaire. Ça tombait bien de finalement d'abandonner, de passer une bonne nuit de sommeil, de se déplacer vers le Grand Canyon. Puis, tu sais, finalement, je regrette pas du tout parce qu'on a fait le rim to rim to rim avec une nuit de sommeil. Donc, on est parti du South Rim, on est allé dormir au North Rim, puis on est revenu au South Rim le lendemain. Donc, 2 fois 40 kilos en 2 jours. Puis je pense que ça a été une très belle expérience finalement. Puis tant mieux si j'ai eu un peu plus de sommeil puis que j'ai abandonné au 110e kilomètre. Là. Fait que, tu sais, je ne regrette pas du tout là, ces abandons-là. Puis après ça, ben, quand je réfléchis à un moment donné, ben, je me dis, tu sais, est-ce que c'est si grave que ça d'abandonner au final? Ben, la réponse, c'est non. Puis tu sais, c'est sûr que tu sais, j'ai quand même presque 50 ultramarathons de compléter, 60 marathons de compléter. Puis tu sais, j'en ai vécu des choses à la course. Puis après, tu sais, après tout ça, je me dis, ben, tu sais, c'est pas plus grave que ça, un abandon au final. Là, c'est, Ça fait partie de la vie, ça là. fait partie, c'est ça. Je veux dire, Ouais. puis ça m'a pas empêché, ça m'a pas détruit pour dire que j'étais plus pour courir, pas du tout. Puis j'ai vécu d'autres choses depuis, puis des beaux défis encore. Puis je sais qu'il va y en avoir d'autres. Donc, c'est pas plus grave que ça, là, ces abandons-là. OK. Puis il y a un truc que j'aimerais parler avec toi. Comment c'est arrivé au juste ton défi de 24 heures à Offord? À Offord, oui, parce qu'il y a plusieurs défis, là, mais oui, à Offord, honnêtement, euh, je ne sais même pas comment l'idée m'est venue, euh, parce qu'à l'époque, le maximum de fois que j'avais monté, descendu de mon Offord, c'était 3 fois. Oh, Puis là, je m'enlignais pour le faire pendant 24 heures. Euh, c'est un bon gap. C'est arrivé comme ça, honnêtement, là, j'ai même plus idée exactement comment. Puis j'avais approché Leucan Estrie parce que peu de temps avant, il y avait eu les défis hivernales de Leucan Estrie dans ma région. Puis j'étais ambassadeur pour 2 années d'affilée. Là. J'avais été ambassadeur là, pour ces événements-là.
Puis je m'étais dit, il faudrait que je fasse quelque chose pour le camp Estrie. Puis là, ils ont sorti un programme Courir pour le camp, je crois, quelque chose du genre. Je me suis dit, il faudrait que je fasse un défi. Puis honnêtement, comment ça a popé dans ma tête, je ne sais pas. Là. Il y a des défis comme ça qui apparaissent, puis tu te dis, ah, OK, c'est ça vraiment vers ça que je m'en vais. Je me suis dit que c'était réalisable tu sais, j'avais appelé mon défi courir pour le camp du Mont Offord au Mont Everest en 24 heures. Fait qu'au début, mon objectif, c'était de faire 18-19 montées parce que ça donnait le 8800 quelques mètres là, d'altitude du Mont Everest. Puis finalement, ben, j'en ai fait 25. Là, donc, une à l'heure à peu près. Une heure pour monter, descendre, manger, on repart. Donc, c'était comme ça. Ben, après l'avoir fait la première année, bon, avec le camp, ils ne voulaient pas nécessairement renouveler, mais Fibre Optique, eux, ont voulu reprendre l'événement. Donc, j'ai dit, parfait, je vais le faire avec vous. Fait que la deuxième année, j'ai monté à 27 montées-descentes. Wow. Puis la troisième année à 26. Donc, tu sais, j'ai une bonne moyenne. Une Mais on bonne dirait qu'après, consistance. ouais, puis on dirait après trois fois faire la même affaire, on dirait qu'à un moment donné, faut que je change. Puis c'est pour ça que, tu sais, éventuellement, je suis allé vers d'autres affaires. Il y a eu le Spartathlon qui est apparu là, dans tout ça, ben, l'UTMB, le Spartathlon, la Western States. Tu sais, je trouvais que c'était une bonne base, c'était super intéressant. J'avais vraiment été plus haut que tu sais, le fameux Everesting de 8800. Ben, tu sais, moi, en faisant ces défis-là, c'était 13 200 mètres de D+, là, que je faisais en 24 heures. Là. Fait que C'est c'est énorme. vraiment beaucoup. Puis ce qui est le plus énorme, c'est la descente. Hein. Donc, c'est 13 Ouais. 200 de descente, puis c'est ça qui détruit les muscles. Là. Ouais. Ouais, puis c'est ça, en ultramarathon, tu sais comme moi, là, que quand tu es rendu à la fin d'une course, c'est souvent les descentes parce que la suspension, elle commence à être maganée plus que les Ouais. montées, hein. Ah ouais, ouais. Ben, je veux dire, c'est les descentes. Il faut faire attention dans le début des courses, dans les descentes, parce que si on descend trop rapidement, qu'on met beaucoup d'impact, beaucoup de force, ben, on va payer plus tard. Puis c'est pour ça que le rythme mollo d'une backyard est intéressant. Il n'y a pas beaucoup de dénivelé, là, mais quand même, tu sais, c'est intéressant parce que tu as le temps de te reposer. Puis c'est pas nécessairement le beat qu'on va avoir dans une course là, où on essaie d'être le plus rapide là, tout au long. Mais tu parlais que t'es pas tant un adepte de refaire les mêmes courses, mais tu me disais tantôt aussi que Boston, c'est un marathon que tu as fait plusieurs fois. Est-ce que tu as Ouais. encore du fun à faire le marathon de Boston? Oui, j'ai encore du fun à le faire, celui-là. OK. C'était peut-être plus dans les défis parce que le marathon de Boston devient moins un défi à un moment donné parce que 42 Ouais. km, après l'avoir fait 60 fois, là, c'est le temps. Là, tu essaies d'estimer ou de voir à peu près dans combien de temps je peux le faire. Tu sais. Mais Boston, c'est plus l'ambiance là, que j'aime de ce marathon-là. Je l'ai fait 13 années d'affilée. OK. Quand est arrivée la COVID, moi, le faire en virtuel, c'était vraiment pas ça que je voulais. Là. Ça m'intéressait pas du tout le virtuel. Puis je l'ai refait cette année pour la 14e fois. Euh, la dernière fois que je l'avais fait en 2019, je l'avais fait en poussant quelqu'un à mobilité réduite. Donc, j'avais été dans les duo teams à pousser quelqu'un. C'était Marie-Michel que j'ai poussé. On s'était qualifié avec le marathon de Montréal l'année précédente avec le record Guinness en 3h01. Puis on s'est retrouvé à Boston. Elle qui a la paralysie cérébrale, donc depuis la naissance, avec du souffrance en période néonatale, est restée avec des atteintes motrices. Elle n'a jamais marché, mais dans sa tête, c'est une coureuse. Pour le marathon de Montréal, elle s'est acheté des nouveaux souliers, puis elle écoutait des émissions de course à pied. Donc, de pouvoir lui faire vivre le marathon de Montréal d'abord et le marathon de Boston ensuite, pour elle, en tout cas, je veux dire, de voir dans ses yeux comment elle appréciait ça, comment ses parents appréciaient ça aussi, l'effervescence de la course et tout ça, c'était vraiment magique. Puis, tu sais, c'était vraiment pour moi une belle occasion à ne pas rater, même si pour avoir le record Guinness avec Montréal, ça impliquait que 6 jours après, il y avait le Spartathlon. Quand elle me l'a demandé, j'ai tout de suite dit oui parce que même si le Spartathlon était déjà prévu à l'horaire, j'ai dit je peux pas ne pas le faire. On va y aller ensemble. Puis ça a été une très belle course et le marathon de Montréal et le marathon de Boston. Puis ben, Boston, ça reste une course.
oui, mythique, Assez. là, Ouais, 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 exactement, ouais. mais c'est ça, c'est intéressant comme parcours, là. OK, super. Puis, est-ce que c'était quelque chose qui est important pour toi de redonner aux gens, puis redonner à la communauté, puis d'aider des causes, de supporter des causes comme ça? Ben, honnêtement, pas initialement, parce que au début, la course, c'était pour moi, c'est avec ma famille que je le vivais. Je pense que c'est devenu un peu naturel. Tu sais, ça va probablement aussi avec ce que peut être un médecin, donc à vouloir Ouais, redonner, puis pas juste de guérir pour dire quelque chose. On peut donner autrement de notre temps. Ça fait partie, je pense, euh, sans dire des rôles, là, mais tu sais, les médecins, selon moi, doivent s'impliquer dans leur communauté, peu importe comment ils le font. Il y en a que c'est en étant dans des CA d'organismes, par exemple. Il y en a d'autres que c'est autrement. Puis bon, moi, c'est plus sous forme de bénévolat, si on veut, auprès de ces personnes-là, de les pousser, si je pense aux personnes à mobilité réduite, mais aussi de m'impliquer auprès des organismes avec des événements pour des levées de fonds. On dirait que ça ajoute un facteur de réussite au défi. En mettant ça en lien avec une cause, ben, tu peux pas partir en disant même si ça va pas bien, ça sera pas, ça va être perdant comme cause, pas du tout. Le défi devient intéressant, puis la cause devient intéressante, puis on peut faire connaître l'organisme à ce moment-là. Donc, je trouve ça intéressant de combiner et mon talent et ce que je peux faire pour des organismes. OK, super. Écoute, quand on se parlait en pré-entrevue, là, on parlait que l'idée d'écrire un livre a déjà été là en toi, mais que tu me disais que c'est quelque chose que tu ne saurais pas comment écrire un livre parce que ton histoire est tout le temps en constant changement, en évolution. Mais c'est-tu quelque chose qui t'habite quand même d'écrire un livre? Pas tant, ben, plus tant que ça. Tu sais, oui, à un moment donné, tu sais, quand je lisais beaucoup de livres, il y avait beaucoup de choses qui m'interpellaient, que ce soit des livres plus sur la, la nature, des livres. Tu sais, je lis un peu des choses vraiment très différentes là, en termes de livres. Là. Mais tu sais, dans les livres qui m'ont un peu plus touché, il y a le Guerrier Pacifique, puis il y a La prophétie des Andes. Donc, c'est deux livres que j'ai bien aimés, puis que je trouve que la philosophie derrière ça est intéressante. Euh, euh, donc, 2000, tu sais, au début 2013, quand j'ai commencé à faire des conférences, c'était un petit peu plus présent, ça, l'idée de faire des livres. Euh, mais ça allait peut-être aussi en même temps avec les performances. Ça allait bien, les courses allaient bien. Puis, on dirait que maintenant, quand j'ai plus de recul, je réalise que bon, c'est des défis qui sont importants pour moi. Puis d'asseoir ça sur un livre, dans un livre, ben c'est comme de dire, OK, cette partie-là, on passe à autre chose maintenant, celle-là est comme un peu terminée. Mais j'ai comme toujours l'impression que j'écris mon livre en le vivant. Puis c'est plus ça qui est important encore pour moi. Fait que j'aime autant mettre mon énergie dans le moment présent et non dans écrire mon passé. Donc, pour moi, j'écris mon livre au fur et à mesure. Euh, J'aime quand même écrire, donc ça m'arrive souvent après des gros défis de faire une réflexion, puis je vais mettre ça dans un blog, parce que j'ai un blog là, euh, les gens peuvent le trouver facilement là, en allant sur mon site web, sébastienroulier.com. Puis, tu sais, je vais écrire mes réflexions sur mes courses. Là. Donc, tu sais, j'aime quand même écrire puis avoir quelques réflexions de ce que m'amène la course. Mais de dire que je vais écrire un livre, pour l'instant, non. Comme je dis, j'aime autant vivre le moment puis de vivre la course réellement. Mais le Guerrier Pacifique, c'est vraiment, vraiment un livre marquant que j'ai adoré moi aussi, là. Il y a trois livres comme ça qui ont été marquants. Moi, il y a L'Alchimiste. Ah oui, l'alchimiste, c'est sûr. Ouais. L'Alchimiste puis Guerrier Pacifique, ça a été deux Ouais. livres assez marquants Ouais, ils font en partie de ma 12-15 ans. ils font partie de ma bibliothèque. Super. Puis les conférences, comment c'est arrivé au juste ça? Ça s'est présenté à toi?
Oui, ben en fait, c'est plutôt le local hein, à Sherbrooke, surtout que ça a commencé. Mais OK? c'est ça, avec tous mes défis que j'ai faits là, aux alentours des années 2013, 2015, 2016, dans ces coins-là, ben, à Sherbrooke, il y avait beaucoup d'articles qui étaient écrits sur celui qui court, là, le roi de la Le, montagne. le Euh, fameux médecin de Sherbrooke qui est tout le temps en train de courir, là. Exactement. Puis, ben, ça a attiré des gens, ça a attiré les médias. Puis, ben, j'ai eu des demandes de conférences dans les écoles. Puis, j'ai toujours un intérêt pour le faire, là. Puis, il y a eu des entreprises aussi qui m'ont demandé pour faire des conférences. Mais j'ai été dans les écoles secondaires, écoles primaires. J'ai pas mal fait tous les niveaux, là, d'école. Euh, Puis à un moment donné, même pour la semaine de la persévérance scolaire, je pense que j'avais eu une quinzaine d'écoles là, en moins de 2 semaines là, où je m'étais booké ça. Puis tu sais, j'avais bien organisé mon horaire là, pour être libre à ces moments-là. Parce que je trouvais que c'était important. C'était important d'amener un regard là, sur euh, ben, via les défis, hein, parce que ça revient toujours un peu à ça, les défis, mais comment on peut persévérer? C'est quoi la recette pour persévérer dans une course, dans un défi? Qu'est-ce que ça prend pour arriver jusqu'au bout sans nécessairement gagner? Hein? Donc, qu'est-ce que ça prend? Puis je trouvais que ça se prêtait bien à aller jaser de ça avec des étudiants, des élèves, des milieux scolaires, puis dans les organismes aussi, dans des entreprises aussi. Là. OK, puis est-ce que tu as eu des témoignages de des jeunes que tu as inspirés qui se sont mis à courir ou faire des défis? Oui, 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 il y en a, effectivement. Il y a même des gens qui me contactent des fois pour des projets, des projets au niveau du cégep en communication. Il y en a qui vont dire, ah, j'aime le sport, j'aime ce que tu as fait. Est-ce que tu voudrais être un peu mon cobaye pour mon entrevue? Puis donc, tu sais, j'ai touché à plein de petites affaires un peu connexes. Puis des gens, oui, qui ont été motivés par des jeunes qui ont été motivés par ce que j'ai fait, mais pas juste des jeunes, des personnes plus âgés aussi qui ont été motivés par mes exploits, que je pourrais dire, puis que ça les a amenés, eux, à courir. Là. Je prends comme exemple Marco, qui le dit ouvertement lui-même, là, celui qui m'a devancé, mais qui a fini après moi à la backyard. Ben, c'est un gars de Sherbrooke, puis il était venu sur certains de mes défis de grand cœur, avançons tous en cœur, puis ça lui a donné la piqûre de la course longue distance, mais plusieurs exemples comme ça là, de gens que ça peut être, que j'ai pu être leur étincelle, tant mieux. Maintenant, c'est eux qui propagent un peu toute cette étincelle-là de la course à pied. Parce que oui, je peux avoir un impact. Bon, quand les gens voient mon nom dans les journaux, mon entourage, dans la communauté de coureurs, mais tu sais, l'impact qu'on veut, la communauté de coureurs, ils courent toutes. Ce qu'on veut, c'est que les gens qui courent pas courent. Puis ça, ben, j'ai pas cet impact-là par rapport à la personne qui est dans l'entourage de cette personne-là. Puis chacun peut devenir une motivation pour ces gens-là, une inspiration plutôt pour ces gens-là. Puis je pense que tant mieux que ça fasse boule de neige, puis qu'il y a des gens, puis oui, moi, c'est des longues distances. Il y en a que leur exploit ou ce qu'ils vont être ce pourquoi ils vont travailler fort, ben, c'est un 5 km, c'est un 10 km. C'est peut-être autre chose aussi. C'est pas obligé d'être la course, ça peut être autre chose. Mais chacun peut devenir une inspiration pour son entourage. Je pense que c'est surtout ça qui est important. Puis moi, je peux pas être l'inspiration de tout le monde, mais c'est sûr que dans la communauté de coureurs, ben, les gens me connaissent. À Sherbrooke, les gens me connaissent, c'est sûr. Là, localement, on dit nul n'est prophète en son pays, mais à Sherbrooke, les gens me connaissent bien. Ah, écoute, pas juste à Sherbrooke, il y a 2 semaines et demie, j'entendais parler de toi à Bromont, là. Puis tellement, tu sais, même des fois, c'est des gens, c'est arrivé 2, 3 fois, des personnes itinérantes qui me voient à la course, puis qui m'arrêtent, puis qui me disent, hey, c'est toi que j'ai vu dans le journal. Puis, mais on essaie de les motiver, de les inspirer, mais tu sais, c'est sûr qu'ils ont leurs propres défis, ces gens-là. Mais c'est assez particulier. Ouais. Puis tu vis ça comment, toi, quand tu reçois des témoignages comme ça? Ça doit quand même être gratifiant. Oui, oui, ben c'est sûr. C'est ça. Euh, je l'accepte. Tu sais, je pense que si je me suis retrouvé dans les journaux, si je me suis retrouvé à faire des conférences, à quelque part, c'est parce que j'ai des messages à transmettre. Donc,
tant mieux quand ça arrive. C'est parce que quand que ces témoignages-là, c'est parce que ça a atteint un but. Puis, tu sais, on voit beaucoup le médecin comme le médecin guérisseur. Honnêtement, là où où la médecine, en fait, devrait être un peu plus impliquée, c'est en prévention. Tu sais, on le sait, Ouais, idéalement, ouais, c'est ouais. la prévention, mais c'est pas là qu'on met le plus d'argent, honnêtement. Euh, Puis c'est un peu ma façon à moi de toucher à la prévention, c'est d'inspirer les gens à bouger, à aller vers l'activité physique. Puis oui, c'est extrême ce que je fais, je le sais. Puis je recommande pas ça à tout le monde, à personne même, je dirais, de faire ce que je fais. Mais moi, je suis rendu là comme coureur. Mon corps est capable d'accepter tout ce stress de course-là. Euh, je- Ça fait partie de moi, ça fait partie de mes défis, ça fait partie de ce qui me fait grandir. Euh, Bon, on pourrait dire que je suis malchanceux parce que j'ai besoin de 300 kilomètres pour vivre des émotions intéressantes, mais ça m'arrive avec 5 kilomètres, 10 kilomètres pareil aussi, là. Puis ça ne veut pas dire que je cours tout le temps ces longues distances-là, mais tu sais, au bout du compte, si une personne décide de mettre des souliers, d'aller courir ou de faire un sport quelconque à son rythme, ben, c'est tout aussi bon que ce que moi je fais finalement. Ouais, 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 clairement. Puis, par curiosité, là, dans ton entourage, mettons, de professionnels de la santé, y en a-tu qui t'ont déjà dit que c'est un peu trop intense, qu'est-ce que tu fais ou que. Non, honnêtement, Non? j'ai pas eu ces commentaires-là. Euh, Peut-être il y a de ça très longtemps, mes parents, mais dans le domaine de la santé, non, les gens, j'ai plus des commentaires positifs. Les gens trouvent ça bien ce que je fais, de le faire pour une cause. Euh, je, tu sais, je pense qu'à quelque part, avec le temps, ils ont vu un peu ce que je fais, puis que tu sais, c'est pas juste une année, je cours beaucoup, puis mais c'est un projet à long terme, finalement. Puis que ça Euh, fait de toi une bonne personne au ben, travers de tout ça ça fait aussi? partie de moi, ça fait Oui, partie de c'est moi. ça. Donc, ces gens-là me méprise pas parce que je cours beaucoup ou je juge pas ma course à longue distance, pas du tout. Bon, peut-être qu'ils le font chez eux, mais pas devant moi. En tout cas, c'est pas les échos que j'ai de mes collègues. C'est vraiment l'inverse, là. Les gens sont quand même épatés de voir ce que je fais, que c'est quand même des bons messages, le fait que je me lie à des causes aussi. Donc, je trouve ça très positif pour la communauté. Puis un peu comme je disais, donc dans la partie plus préventive, ben, tu sais, ça rejoint un peu tous les médecins d'une certaine façon. Donc, j'ai plus des échos positifs. Puis toujours la blague, là, ah, pendant tes vacances, tu vas où? Tu vas aller courir, tu vas aller faire des montagnes. Tu sais, ils savent que je vais être parti, c'est sûr. C'est sûr que je vais être à quelque part en train de marcher, courir, faire des randonnées, là, ça c'est évident. Puis, puisque c'est la première fois que je reçois quelqu'un qui est dans le domaine de la médecine sur le podcast en plus de 90 épisodes, là, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui dit encore en 2023 que courir, c'est pas bon pour les genoux? Ah, ben, tant qu'il va penser ça, il courra pas, ça, c'est sûr, là. Mais honnêtement, là, j'ai appris en médecine qu'on n'est pas là pour convaincre personne. La personne, c'est elle-même qui doit prendre ses décisions. Donc, tu sais, moi, je peux juste être la personne qui va amener la littérature, qui va amener les évidences pour dire voici ce qu'on recommande. Après ça, c'est le choix de la personne de partir à courir ou de pas le faire du tout. Et peut-être qu'à un moment donné, cette personne-là, puis ça m'est déjà arrivé, des jeunes, parce que c'est ça, donc je suis en pédiatrie, je fais pas juste des soins critiques, je fais aussi de la pédiatrie générale, donc des jeunes, des obèses, des personnes inactives, j'en ai là, dans mon bureau. OK. Puis, ben, des fois, ça prend 5 ans. Puis là, ben, le jeune, il vient me voir, puis il me dit, rendu ado à ce moment-là, j'ai commencé à faire du sport, tu pourrais-tu un peu me guider là-dedans, tu peux-tu m'aider? Alors que 5 ans auparavant, c'était, on reste à rien faire, on préfère les jeux électroniques, puis on fait rien. Donc, ce cheminement-là, ben, ça appartient à la personne. Donc, comme médecin, euh, euh, je dois proposer, oui, j'ai des choses à proposer, mais au final, c'est la personne qui prend sa décision d'aller faire le sport. Donc, l'opinion de la personne qui dit de faire autant de sport, c'est pas bon pour les articulations.
bon, il a peut-être raison pour certaines populations de personnes, c'est-à-dire les gens qui ont des arthrites, qui ont des arthroses, peuvent être limités, mais on sait qu'il faut quand même bouger. Maintenant, on le sait, là, ce qui est Mhm. important pour éviter l'ankylose, c'est de bouger. Ben, c'est sûr que bouger comme moi, je bouge, c'est sûr que c'est extrême, puis c'est sûr que je ne recommande pas. Mais pour moi, pour mon corps, bouger comme je le fais, ben, mon corps aime ça, mon corps est bien. Mon corps est bien quand il bouge. Puis, je suis pas dans, dans, dans la grosse vitesse non plus, tu sais, mais j'ai vieilli depuis que j'ai commencé, c'est sûr. Donc, j'ai plus la même vitesse que j'avais. Je ne courrais plus des marathons en 2h36 comme je faisais. Euh, mais j'ai quand même un bon bagage. Avec mon bagage de médecin aussi, je suis capable de voir quelles douleurs sont importantes, quelles sont moins. On finit par connaître plusieurs sortes de douleurs. Au final, ce que j'ai réalisé, c'est que c'est bon pour le corps de bouger, puis j'aime bouger, puis je vais continuer à bouger tant que je peux, là. Puis pour beaucoup de problèmes maintenant, on sait que c'est de continuer l'activité, c'est ce qui est important. Puis c'est juste de bien le doser. Puis ceux qui commencent, c'est pas de commencer non plus en se mettant des objectifs inatteignables ou qui vont demander beaucoup d'entraînement soudainement. Ben là, c'est sûr que le corps n'est pas prêt à ce stress-là. Peut-être juste quand on a 16 ans, là, 16, 17 ans, 18 ans, qu'on est peut-être plus prêt à vivre ces stress-là, puis que ça dérange pas trop sur notre quotidien, mais quand on vieillit, on est mieux d'y aller graduellement, là. Donc, je pense qu'on peut nuancer les propos des gens qui disent que c'est pas bon de faire trop d'activité ou de trop courir. En fait, c'est la course souvent qui vont dire à cause de l'impact, mais euh, je réalise, moi, à mon âge, qu'il faut quand même que je diversifie. Tu vois, c'est cette année que j'ai décidé de diversifier un peu mes entraînements. Cet hiver, j'ai commencé à faire de la randonnée alpine, donc du ski d'ascension. OK. Euh, mais ça m'a amené d'autres défis. Tu sais, encore là, j'y pensais depuis un certain temps. Finalement, je me suis lancé là-dedans. Puis j'ai trouvé que ça n'a pas du tout compromis mon début de saison. J'ai fait beaucoup de ski d'ascension en février-mars. Là. C'est vraiment la période. J'ai commencé en début février. Déjà au mois de mars, je faisais un 24 heures dans le cadre d'un événement ski ta vie, 24 heures solo à monter, descendre la montagne du Mont Girou à Offord. Ben, je l'ai fait 43 fois en 24 heures. Ça a donné 11 000 mètres de D+. Fait que, tu sais, je me suis déjà rendu dans un grand défi avec ça. Puis là, cet été, j'ai commencé à faire du vélo. Donc, ça récupère bien. J'aime bouger. Tu sais, au final, j'aime bouger. Puis le vélo me permet de diminuer les impacts. Je faisais déjà de l'elliptique sur certains entraînements. Donc, je pense que la diversité aussi de ce qu'on fait va peut-être aider aussi pour le stress sur les articulations. J'ai longtemps juste couru sur route. Quand quand la trail est arrivée, il y a eu des petites blessures qui sont apparues parce que j'ai comme mis beaucoup de volume en trail soudainement. Un terrain inégal, mon corps a un peu moins aimé ça. Fait que maintenant, j'alterne. Puis je trouve que d'avoir des courses, de la course sur route, de la course en sentier, puis de varier maintenant avec hiver, le ski d'ascension, puis le vélo l'été, ben, je trouve que je réussis à m'éloigner des bobos. Il reste toujours des petites tensions, toujours des petites affaires, c'est sûr. Les étirements, c'est toujours important. Tu sais, là, depuis un an, bientôt, je vais avoir, tu sais, je traîne une tendinite, bursite, là, au tendon d'Achille, mais ça ne m'a pas empêché de faire tout ce que j'ai fait, mes 6 500 kilomètres dans l'année, là. OK, super. Puis, le fait que tu sois médecin, est-ce que tu penses que ça fait de toi un meilleur coureur? Pas vraiment, non. Non. Ben, que tu Je aies pense des pas. connaissances, que Ben, tu... je pense que quelqu'un qui finit par courir, ben, qui court beaucoup, tu sais, ben, beaucoup pas depuis longtemps, euh, va finir par connaître son corps, puis la meilleure personne va être le coureur lui-même. Donc, plus tu cours, plus tu te connais, plus tu connais tes limites, plus tu connais certaines douleurs qui sont un petit peu tannantes, d'autres qui ne le sont pas. Euh, Peut-être les gens ne seront pas capables de mettre de mots sur c'est quoi l'inflammation exactement. Euh, mais je pense que les gens vont finir par savoir qu'est-ce qui est peut-être plus, pas dangereux, mais plus significatif comme douleur par rapport à d'autres. C'est sûr que quand on commence puis qu'on développe des douleurs, ben là où on est un peu dans le néant, on ne sait pas trop est-ce que c'est dangereux, pas dangereux, est-ce que je devrais continuer, pas continuer. Là, je pense que ça vaut la peine, oui, de consulter parce qu'on ne s'y connaît pas trop, mais tu sais, euh,
je pense que les gens qui ont couru beaucoup savent ce que c'est une périostite, savent ce que c'est les bobos usuels du coureur, les fasciites, les tendinites, puis ils savent, bon, Les si j'ai un bout, bandelettes. les bandelettes, c'est ça, ok, ouais, c'est un peu plus stiff, mais bon, ça compromettra probablement pas toute ta saison. Tu sais. Donc, les gens sont capables de bien juger de la douleur qu'ils ont, des sensations qu'ils ont, là, plus on en fait. C'est sûr que c'est pas en une année qu'on devient bon là-dessus. C'est vraiment au fil des ans. Puis, tu sais, moi, je pense que là, je me connais assez bien pour savoir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est significatif. Puis je sais que si je diminue un peu, ça finit par passer. Puis la plupart des bobos finissent par passer. Il faut juste donner un peu de temps. Tu sais, même quand j'ai des bobos, ben, ça m'empêche pas de bouger. Puis je vais juste peut-être changer mes objectifs, changer ma vitesse. Puis au final, il y a quand même des bons résultats qui surviennent. Là. Puis il y a une chose que j'ai entendue souvent, là, j'aimerais t'entendre là-dessus, c'est que avec l'âge, tu sais, on perd de la vitesse, mais on gagne souvent en expérience sur les longues distances. Ben, Puis, sur les longues distances, oui, là, c'est sûr. Ben, tu sais, c'est sûr que les fibres rapides sont moins rapides. ouais, c'est clair. Mais je pense que ça peut se faire un peu naturellement parce que il n'y a pas beaucoup de personnes plus âgées qui vont décider de faire des courses de vitesse parce que Ouais, euh, ouais. le corps est moins disposé à faire de la vitesse, puis la récupération est difficile. Mhm. L'impact, donc la force qu'on met sur chacun des impacts entre une petite foulée mollo sur une course longue distance versus sur un 5 km, c'est très différent. La récupération peut être longue. Donc, de façon un peu naturelle, je pense que les gens avec l'âge euh, laissent les jeunes coqs courir les distances plus courtes rapidement, puis vont basculer dans le longue distance. Mais dans le longue distance, on peut retrouver des gens très âgés qui vont bien performer. Puis, on a juste à penser à Olmo, Marco Olmo, je pense, qui a gagné l'UTMB avant que Kylian Jornet arrive dans les années, un peu avant les années 2010, si je ne me trompe pas. Ben, je pense qu'il était dépassé presque soixantaine quand il a gagné 2 années d'affilée. Là. Donc, euh, sur la longue distance, sur la sagesse peut-être, des fois, pas tout le temps, ben oui, peut-être, là, effectivement. Puis, euh, La gestion de l'effort aussi, la hein? gestion de l'effort, Ouais. effectivement, puis de se permettre de se permettre de marcher dans une course, que c'est pas grave, puis qu'à un moment donné, le creux, ben, il devient un high, puis tu sais, on vient qu'à mieux se connaître en course aussi. Tu sais, je pense euh, que oui, la personne qui a plus de courses ou d'années de courses derrière la cravate a peut-être un peu peut avoir un peu plus de sagesse ou mieux se connaître. Puis c'est sûr que ça va être dans la longue distance. Mais dans la longue distance, il y a une population qu'on oublie des fois, là, c'est les randonneurs. Il y a des randonneurs là, qui marchent très vite puis qui sont Mhm. très bons en ultra-distance. Ouais, 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 ouais. Puis pour moi, pour certaines courses, là, des 100 mètres, là, c'est là qu'on peut on peut voir des gens pointes là, qui sont pas des coureurs, mais qui sont des marcheurs. Puis un bon randonneur avec un bon pace peut bien faire sur des longues distances aussi. Là. Ouais, ben, chose que Candice Burt a proclamé souvent, c'est que les personnes qui sont les meilleures sur les 200 mètres, c'est ceux qui sont des super bons power hikers. Exact. Ouais. Ouais. Puis on peut retrouver un peu la même chose dans la backyard finalement où Mhm, bon c'est sûr qu'il y a un peu de trottinage à certains moments si on veut avoir suffisamment de temps pour dormir, pour manger, mais c'est pas celui qui va faire le 6,7 km en 30 minutes, 35 minutes qui est le plus avantageux, en fait, cette personne-là va nuire à son jeu, selon moi, par mhm. rapport à celui qui le fait en 50 minutes, 45-50 minutes. Là. OK, super. Puis, écoute, tu as fait plusieurs 100 mètres, là. Je suis sûr que je connais, c'est le Bromont Ultra, le Western State, le Vermont on Dread, l'UTMB. Si tu en aurais un à choisir, là, ça a été lequel ton expérience la plus marquante? Ouf,
peut-être dans la séquence où il est apparu, il y a eu le Bromont Ultra en 2015. Euh, c'est sûr un peu moins le Bromont Ultra 2022 où ça a été un peu long, un peu plus long, en 28 heures. Je pense que je l'ai fait celui-là. Mais ouais, le BU en 2015, j'avais bien aimé l'expérience du Bromont Ultra. Puis Euh, t'avais le record de parcours. C'était la deuxième année, en fait, du Ouais, BU. c'était la deuxième année, puis oui, j'avais eu le record, mais c'est surtout dans la séquence où 2 semaines avant, je faisais mon défi au Mont Offord à courir, monter, descendre la montagne 25 fois. Là. Donc, je pense que cette séquence-là, je l'avais trouvée intéressante de dire, OK, ben, tu sais, j'ai été capable de m'enligner des parcours là, très imposants en peu de temps. Fait qu'il y a lui, puis il y a un des Vermont-100 là, où ça a quand même bien été. J'avais fini troisième. Les sensations étaient bonnes dès le début. Tu sais, c'est vraiment une course là, qui a vraiment bien été. Celle-là aussi, je la garde aussi précieusement, celle-là, dans les 100 mètres. Mais honnêtement, c'est pas les courses les plus significatives de ma carrière, si on veut dire, de coureur. Il y a des courses qui ont été un peu plus significatives là, dans d'autres. Ben, je pense dans le marathon, par exemple, là, en poussant mes enfants quand j'ai gagné à Rimouski. Puis le marathon de Boston en poussant Marie-Michel, qui a été aussi un bon highlight. Euh, il y a certainement d'autres courses, là. C'est sûr que la première course que j'ai faite de 80 km, j'en ai parlé tout à l'heure, là, Ouais, la ouais, Stone ouais. 450, ben, pour moi, il reste plus de sensations en tête que bien d'autres courses, là. Tu sais, j'ai encore en tête plein de moments dans cette course-là, les chacals au loin, les odeurs. Tu sais, il reste plus de sensations parce que je pense que je m'étais vraiment immersé dans cette course-là. Puis vraiment, je laissais mes sens vraiment aller un peu partout. Là, puis je pense que ça a été une belle expérience, cette course-là. Mais il y en a eu plein, plein de courses. Chacune est unique un peu, puis bâti pour la prochaine avenir. Fait que, tu sais, je ne m'assois pas sur mes lauriers, puis je regarde toujours devant, puis il va y avoir toujours des défis. OK, super. Puis pour la Western State, est-ce que tu avais eu un Golden Ticket ou tu as Non, été pigé au sort? j'avais été chanceux. Ah ouais, Je pense que OK. j'avais un billet, je pense, puis Ah j'ai ouais, été pigé, oui, oui. Ouais, OK. j'ai été chanceux à la loterie. Ben, je me souviens plus s'il y avait d'autres critères, là, parce que je m'étais quand même retrouvé à être parmi les 100 premiers. Là, donc, j'avais un dossard 4. Non, c'était pas lui, ça, c'était à l'UTMB. Non, non, j'avais été chanceux pour lui. C'est à l'UTMB que j'avais eu un dossard avec mes performances. Mais à la Western State, c'était le tirage au sort. Là. OK. OK, super. Puis ça devait être quand même mythique pour toi là, de courir le plus vieux 100 miles qui est parti toute la balle. Ben, je pense que c'est comme dans la séquence des choses. Tu sais, je fais C'est le comme courir Vermont-100. Boston. Ouais. Ben, c'est ça, tu sais, Ouais. les gens qui courent le marathon ont l'objectif de faire Boston. Ben, sans dire que c'était mon objectif ultime de faire la Western States. À un moment donné, j'ai dit, je vais mettre mon nom dans le chapeau, puis on verra. Puis, tu sais, finalement, je me suis retrouvé dans le chapeau. Euh, fait que, tu sais, une que j'ai un peu plus travaillé, je dirais, c'est le Spartathlon. Le Spartathlon en Grèce, celui-là, ben, euh, j'avais les qualifications avec les 100 miles, mais tu sais, je voulais me pratiquer avec la course de 24 heures. Fait que j'ai vraiment bien bâti cette course-là. Ça n'a pas été facile comme course, ça, c'est sûr. Je l'ai dit tout à l'heure, là, mais tu sais, j'avais fait un marathon 5-6 jours avant en poussant là, avec le record Guinness. Ben, je l'avais des pattes en partant. Là, tu sais, je partais puis j'avais les jambes raides, là, puis, tu sais, raides aussi. On a fait le voyage en avion. Puis fait que c'était vraiment Décalage pas facile. horaire, tout ça. Ah oui, c'était pas facile comme course. Là. Les premiers 40 kilos, ça va, là, mais après ça, là, c'était quand même difficile. Puis dans la deuxième journée, ben, ça m'a pris 33 heures, ben, il y a eu un ouragan. Donc, tu sais, c'est très rare. La météo, habituellement, c'est du 40 degrés. Le monde essaie de se préparer à la chaleur. Ben, moi, il faisait 18-20 degrés. C'était parfait là, pour courir. Il y avait un peu de pluie. C'était parfait la première journée.
Mais la deuxième journée, ben, dans la nuit, il commençait à pleuvoir, à pleuvoir. Le matin, à 9 heures, je me disais, ah, ça va être fini, c'est parfait. Mais il y a un ouragan qui s'est formé. Ils appellent ça un Medicane, là, donc un ouragan, un hurricane dans la Méditerranée qui s'est formé puis qui a frappé la Grèce de plein fouet. Puis on avait des vents de 100 km/h, de la pluie comme j'en ai jamais eu, là, de la pluie. Là, je- pour moi, là, cette course-là, c'est là qu'il y en a eu le plus parce que tu as la pluie abondante, puis tu as un rideau de pluie qui arrive en plus. Puis là, quand tu es dans dessous d'une tente pour manger, tu te revires, puis là, tu as une chute d'eau. Tu te dis, OK, c'est là-dedans que je m'en vais. Les vents, c'était juste horrible. L'eau s'accumulait parce qu'ils n'ont pas de système d'égout, là. C'est juste de l'eau qui dégringole, là. Fait que là, l'eau s'accumulait dans la rue, les arbres tombaient. Alors, c'était vraiment, c'était épique. Mais normalement, il aurait dû annuler la course, mais ils l'ont laissé aller, tant mieux, parce que ça m'a permis d'être le premier Québécois à la compléter. Tu sais, j'étais content de l'avoir fini, mais j'étais pété après, là, quand même. J'avais mal aux jambes, puis je marchais pas bien. C'est clair. Puis ça, c'est une course qui est toute sur route, hein, je crois. Il y a une partie en montagne, non, non. OK. Oui, c'est beaucoup route, c'est des routes de terre aussi. Puis il y a une partie aux 2 tiers de la course, c'est une montagne que tu as à monter, à redescendre. Fait que non, c'est un parcours qui est quand même assez exigeant. Mais il y a beaucoup de choses exigeantes avec cette course-là parce que si on est plusieurs Canadiens à s'inscrire, ben, comme ils veulent une représentativité mondiale, ben, ils vont piger parmi les Canadiens pour pouvoir Quasiment, t'inscrire. quasiment comme Badwater, un peu. Ah, je connais pas pour Badwater, Mais mais il essaie d'avoir du monde d'un petit peu partout dans le OK. monde aussi, ouais. Mais fait que, tu sais, après ça, ben, ils vont regarder, faut peut-être des temps de qualif, fait que ça te prend un 100 mètres, en je sais plus trop combien de temps. Fait que, tu sais, c'est assez pointu pour pouvoir participer à cette course-là. Mais pour moi, ça représente quand même, ça représente un bon défi, mais surtout quand on se met à lire un peu sur l'histoire de cette course-là, on se rend compte que l'histoire de marathon a été amplifiée énormément. Je veux pas dire que le défi du marathon est pas vaut pas la peine, mais quand on regarde l'histoire, les écrits d'Hérodote en lien avec le coureur, le messager coureur qui était parti d'Athènes, en fait ouais, d'Athènes jusqu'à Sparte pour demander l'aide des Spartiates contre les Perses. Puis que finalement, il a fait ce 250 km-là. Les Spartiates ont dit, ah, la Lune n'est pas en notre faveur, on va attendre 5-7 jours. Il était retourné, donc ça faisait 500 kilomètres qu'il courait. Et là, les histoires utilisent le même nom, Phidippides, et il se serait battu dans la bataille avec les Perses. Et après ça, il aurait couru jusqu'à Athènes, et c'est là qu'il est décédé sur les marches d'Athènes. Et là, les gens ont pris l'histoire en disant la distance entre les plaines de Marathon jusqu'à Athènes, 42 km, c'est un gros défi, mais en fait, les écrits disent que cette personne-là a couru 500 km avant, a participé à la guerre. Les messagers coureurs, dans ce temps-là, ils parcouraient des distances, des très, très longues distances. Donc, ça ne fait pas de sens que quelqu'un meure après 40 km. Ça rend le marathon une coche de moins pour moi que le Spartathlon. Mais tu sais, maintenant, ça reste quand même une distance qui est très mythique, là, le marathon. Puis je pense que on va voir des gens bientôt peut-être battre le 2 heures sur le marathon. Ouais, ça s'en vient probablement, hein. Puis, Ouais, parlant de marathon, est-ce que c'est déjà quelque chose qui t'a intéressé de faire tous les major marathons? non, pas du tout. OK. Non, c'est pas un objectif que j'avais. Tu sais, en fait, quand j'ai commencé à faire des marathons, je cherchais des marathons autour de chez nous, à Sherbrooke, fait qu'un peu Ouais, ouais. un peu au sud aux États-Unis, dans le nord-est des États-Unis, puis au Québec, là. Fait que j'ai jamais voulu faire vraiment les majors. J'ai jamais voyagé outre-mer pour un marathon.
Pour les ultras, oui, mais pas pour les marathons, puis je le ferai pas non plus. À un moment donné, j'étais satisfait avec les marathons dans les environs de Sherbrooke, avec la petite famille à ce moment-là, les enfants qui grandissaient. C'était juste parfait là, d'aller faire un petit voyage à Boston, un petit voyage à New York, c'est le plus loin que j'ai été. Puis sinon, ben, tu sais, c'était des distances. J'ai fait quelques marathons là, au Vermont, New Hampshire, je n'ai fait un aussi là. Puis sinon, c'était au Québec, là, avec Québec, Montréal, Ottawa, Rimouski. Là, ça a pas mal joué dans ces courses-là. Là. Mais non, je n'ai jamais été intéressé pour les majors. OK. Puis, tu parlais de tes enfants qui t'ont suivi dans tes défis. Est-ce que eux, tu leur as un peu transmis ta fibre sportive? Pas tant que ça, pas tant que ça. OK. J'ai bien essayé, j'ai bien essayé. Non, mais en fait, ça va être leur choix à un certain moment. Mais tu sais, moi, j'ai commencé les marathons à 26 ans. Puis oui, tu sais, j'étais un peu actif, mais tu sais, j'étais allé en médecine, c'est pas pour rien non plus, parce que j'étudiais aussi beaucoup. Puis j'étais plutôt casanier, souvent dans la maison à lire. Puis oui, de temps en temps, je sortais. Puis quand ma mère me disait, hey, va donc jouer dehors, ben, je sortais mes livres, j'allais dehors, puis j'étudiais dehors. Tu sais, c'est un peu ça aussi, là, donc, dans ce qui s'est passé dans mon enfance. Fait que, tu sais, je suis pas trop exigeant avec eux autres. C'est sûr, quand ils étaient plus jeunes, c'est un peu plus malléable des enfants que des ados maintenant. Donc, je les amenais en refuge. Tu sais, c'était des classiques, là. L'été, on allait en refuge. L'hiver, on avait aussi un refuge. Mégantic, par exemple, ou Gosford, qu'on allait beaucoup. Fait que, tu sais, je les ai initiés à ça. Ils participaient à mes courses. Donc, je les mettais dans la chaise, puis je les poussais. Donc, certains, ben, mes deux plus vieux, plus observateurs au début, quand ils étaient jeunes, ça marchait bien. Mais mon plus jeune, à un moment donné, lui, il voulait courir. Donc, j'ai laissé la chaise assez rapidement à l'arrivée du troisième. Euh, mais tu sais, je dirais que maintenant, euh, ils ont choisi l'école secondaire santé globale au Triolet. Donc, ils aiment, tu sais, il y a quelque chose qu'ils aiment dans ce programme-là, c'est le plein air. Donc, mais est-ce qu'ils vont vouloir faire du plein air avec leur père? La réponse, c'est pas tout le temps. Mon plus jeune, qui a maintenant 12 ans, ben, tu sais, ça arrive souvent qu'il va m'accompagner à vélo quand je vais aller courir ou on va aller faire du vélo ensemble. Donc, il est un peu plus fibre dans la nature que les deux autres. Là. Mais à un moment donné, ça va revenir, puis ils vont y aller à leur rythme si ça va leur appartenir. OK, super. Puis, ben, une des premières raisons pourquoi je voulais te recevoir aujourd'hui, c'était pour parler de Kakuna, l'événement qu'il y a eu la Backyard récemment, il y a quelques semaines. Puis, ben, comment c'est venu pour toi l'idée de faire une Backyard, première des choses? La première fois que je n'avais entendu parler, c'était probablement aux alentours de 2010-2011, dans ce coin-là, avec la revue Runner's World. Il parlait à ce moment-là de la course de Last Man Standing. Oui. Ça m'avait accroché, ça. C'était intéressant comme principe de course, mais il n'y avait pas l'engouement qu'il y a maintenant avec les backyards. Je pense que la COVID, la course qui a été créée avec la COVID de façon virtuelle, un peu mondiale, où les gens se connectaient, puis ils ont fait une backyard à distance, si on veut. Ben, on dirait que ça a donné le coup d'envoi à ce genre de course-là. Puis, c'est sûr que c'était évident qu'à un moment donné, je devais l'essayer. Il fallait juste que ça s'inscrive dans mon calendrier, puis que je le mette dans mon calendrier. Puis, pour cette année, donc je l'avais prévu l'année passée. Puis, je me suis dit, ben, c'est comme le moment de l'essayer. Donc, c'est comme ça que je l'ai mis à mon agenda. Euh, Sans trop savoir qu'est-ce qui était pour être la suite des backyards. Puis c'est sûr, comme ça a bien été. Pour moi, c'est un 300 km, 45 heures là, qui s'est quand même bien passé. J'étais pas trop fatigué. J'ai pas réussi à dormir, là. Tu sais, on essaie de dormir, mais on ferme les yeux, on espère s'endormir. Finalement, on s'endort pas, mais au moins on se repose. Mais j'ai aimé finalement le rythme. Oui, c'est redondant. Après 20 heures, puis quand j'ai perdu mes amis de course, on s'était formé un petit groupe de 5, puis tout le monde a arrêté à peu près autour de 20 heures. Ben là, tu sais, il y a un petit down, mais tu sais,
j'ai persisté, j'avais pas mal aux jambes, j'approchais du 100 miles. Oui, je trouvais ça long, mais tu sais, ça allait bien pareil. J'arrivais toujours en 45-48 minutes. J'avais du temps, c'était pas trop inquiétant. Euh, mais c'est ça, au final, le 300 km, je trouve que ça a été le plus facile parce que justement, il y a ces pauses-là. Dans mes courses de 160 km et plus, là, tu sais, ça a été la plus facile parce que avec toutes les pauses, c'est moins de stress sur le corps. C'est la fatigue à un moment donné qui nous rattrape, là. Mais tu sais, je pense que j'ai le potentiel de me rendre à 3 jours de backyard et peut-être même un peu plus là, avec ce que j'ai déjà fait dans le passé. Là. Puis peut-être que mon travail m'y prépare aussi avec la garde, qu'on peut se faire appeler n'importe quand, qu'on peut être debout une nuit complète, il faut travailler le lendemain. Ben, c'est sûr que je pense que ça peut être un bon entraînement pour le manque de sommeil, puis de quand même continuer à avancer comme dans une backyard. Clairement. Puis, est-ce que tu as un truc, est-ce qu'il y a quelque chose qui fonctionne pour toi pour la nuit qui t'aide à rester réveillé? Non, en fait, j'ai rarement de problème pour la première nuit. Là. Quand j'ai fait des 24 heures, ça n'a jamais été un problème de passer la première nuit. Euh, Tu sais, je pense qu'il faut essayer, ben, tu sais, comme pour là, ce que j'ai réalisé, c'est qu'il faut essayer de dormir, oui. Puis finalement, c'est dans l'après-midi de la deuxième journée que j'ai pris des siestes ou que j'ai essayé d'avoir des siestes. Fait que même là, j'ai commencé à dormir. J'ai pas attendu qu'il fasse noir pour aller me coucher, là. J'ai commencé vers la fin de l'après-midi à essayer d'avoir un 5 minutes relax, couché. Donc, ça, c'est pour la backyard. Mais c'est sûr que, tu sais, à pas dormir du tout dans des longues distances, c'est pas évident quand tu arrives dans la deuxième journée. Puis là, je peux parler de certaines courses, certains défis qui m'ont pris 33 heures, 35 heures quand j'ai fait une longue boucle de 100 km dans les White Mountains. Ben, à un moment donné, la deuxième journée, là, je marchais puis je dormais presque debout, là, tu sais, donc ça devient un peu dangereux là, des fois. Fait que ça, ça, le rythme de la backyard au moins permet de se reposer. Puis je vais essayer de le transposer dans certains de mes défis, justement. Tu sais, prochainement, j'aimerais ça retourner dans les white dans quelques semaines, là, dans 3 semaines à peu près. Là, je vais peut-être faire la Hut to Hut Traverse, donc qui est 75 km, mais peut-être l'étendre après ça. Donc, peut-être donc là, à ce moment-là, prendre des siestes dans la journée pour peut-être même prolonger, puis revenir à mon point de départ. C'est un défi que j'ai en tête puis que je vais voir là, si je vais le faire, si la météo collabore bien dans les whites, là. C'est pas toujours le cas. Mais ça serait peut-être quelque chose que je ferais à un rythme peut-être un petit peu plus lent que ce que peut-être je prévois. OK. Puis, parlant de défis, là, on va continuer de parler de backyard, mais tu parles de longue distance, de fast packing, puis ce genre de trucs-là. Est-ce que, tu sais, récemment, il y a le. Hey, j'ai un blanc de mémoire son nom, mais le finisher du Barkley Marathon qui a fait le record des Green Mountains, 440 km. OK, ouais. Puis c'est quelque chose qui t'intéresse, Fred, ce genre de distance-là, partir un 10 jours, 2 semaines? Oui, ça m'intéresse, mais là, faut que je mette ça dans le contexte de ma vie personnelle, professionnelle. Ouais, ouais, Puis, ouais. tu sais, ça a été souvent des raisons pour lesquelles j'ai fait des voyages un peu éclairs. Quand j'étais allé dans les championnats mondiaux, ben, au lieu d'arriver 2, 3 semaines avant, c'était souvent dans la semaine précédente. Je fais la course, je repars rapidement avec la garde partagée. Là, Ouais. je suis en couple avec Annie-Claude, donc c'est sûr que tu sais, je veux passer du temps avec elle, donc je vais choisir les défis aussi comme là, tu sais, notre défi de faire les 111 sommets des Northeastern. Donc, c'est intéressant de le faire en couple. On a un projet commun, mais de dire que je vais partir 2 semaines, tu sais, pour l'instant, oui, c'est intéressant, mais ça fait pas partie des choses que je veux actualiser. Un qui est peut-être un petit peu plus accessible que j'ai en tête depuis que j'ai fait les 48 sommets du New Hampshire, c'est la Direttissima. La Direttissima, c'est relier les 48 sommets du New Hampshire sans lever le pied, si on veut. Donc, un après l'autre. Il y en a qui les font le plus rapidement possible.
où là, ils se font trimballer en voiture, puis ils vont au trailhead, puis ils montent et descendent. Mais il y a aussi le défi de les faire en continu, un après l'autre. Des fois, ça peut impliquer du bushwalking pour certains, mais il y a des trajets qui permettent d'utiliser les trails reconnus sur les cartes. Puis ça, tu sais, ça donne un parcours d'à peu près 350-370 kilomètres avec 22 000 pieds 22 000 mètres de dénivelé positif. Fait que, tu sais, les records, c'est autour de 5 jours. Fait que, tu sais, si je me dis une semaine, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être intéressant à un moment donné. Peut-être un petit peu plus accessible. La long trail aussi, mais la long trail, le problème, c'est que tu es pas mal caché sous les arbres le plus souvent possible. Les gens aiment moins ça, là. Puis au Vermont, il y a beaucoup de boue, là. Ouais, Euh, ouais, ouais. fait que Particulièrement présentement. ouais, 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 il y en a partout, là, ouais. La boue, ouais, ça nous a occupé pas mal avec la pluie. Mais, fait que, tu sais, il y aurait ce défi-là, mais, tu sais, encore là, il est sur ma liste. Puis quand je vais l'actualiser, je sais pas. Mais c'est pas urgent à faire, là. Ah, c'est John Kelly, le nom du coureur que je Ouais, cherchais. ouais, ouais. Puis, mais c'est drôle que tu dises ça parce que je me souviens que tu as donné un conseil à un de mes amis. Puis, Martin Dubois, tu lui avais dit pour ta CCC, pars pas dernière minute. Moi, j'ai fait l'erreur pour l'UTMB. Puis, tu es arrivé, je pense, à ces dernières minutes. Ah oui, oui, oui. C'était dans le mercredi. La course, c'était le vendredi soir. Je me souviens plus quand est-ce qu'on Ouais, partait, mais vendredi à 5 heures, peut-être, le ouais, départ. 5 6 c'était 6 heures, là, mais en tout Ouais, cas, oui, c'était un peu trop tôt. Puis un peu de stress d'avant-course sur le matériel. Fait que, tu sais, décalage horaire. le décalage horaire, la fatigue, ouais, tout ça. Puis, ben, tu sais, euh, c'est un facteur qu'on n'a pas le contrôle. Tu sais, quand on a le contrôle sur certaines affaires, c'est bien, mais celui qu'on n'a pas le contrôle, c'est souvent la météo. Puis là, ben, Ah ouais. c'était une édition qui a fait 35 degrés. Là. Tu sais, on montait dans les sommets, dans les cols, puis il faisait 35 degrés. Fait que c'était Ouf. horrible. Là. Il y a quand même eu 50% d'abandon. Fait que ça a été rough comme course, c'est sûr. Là. Ça n'a pas été la meilleure, mais bon, je l'ai fini. Bien content de l'avoir fini. Mais elle a été difficile. OK, super, super. Puis pour revenir à la backyard, est-ce que toi, tu te vois performer là-dedans dans le futur? Puis en fait, quand tu es allé le faire pour une première fois là, récemment, est-ce que tu n'avais pas vraiment d'objectif que tu me disais en pré-entrevue? Non, je m'étais dit, je vais voir un peu comment ça va aller. Je le voyais comme un jeu. Hein. Donc, je me suis dit, c'est une game, la L'aspect de la backyard. nouveauté aussi, là. Ouais, puis tu sais, on va y aller une boucle à la fois. On va voir si j'aime ça. Puis tu sais, je pense que oui, j'ai appris des choses. Puis tu sais, oui, d'avoir du monde. Une certaine routine avec des personnes les premières heures, c'est bien. À un moment donné, ben, quand ils partent, c'est moins bien. Mais tu sais, souvent, la majorité des gens, c'est le premier 24 heures qu'ils vont lâcher. Ben, au bout de 24 heures, donc c'est ce premier 24 heures-là quand même facile pour moi. Puis les heures qui vont suivre le sont aussi. Donc, c'est juste de continuer puis de trouver ma propre routine après. Euh, Est-ce que je me vois aller plus loin? Oui. Tu sais, je pense que j'ai le potentiel d'aller chez Laz à un moment donné. Clairement. Euh, donc, tu sais, ça va passer peut-être par les championnats canadiens, puis après ça, aller chez Laz. Donc, oui, tu sais, je pense que j'ai le potentiel avec ce que j'ai déjà fait, avec mon 425 km, 77 heures, avec très peu de sommeil, dans avançons plus encore, dans un défi que j'ai fait pour Moisson Estrie. Ben, tu sais, je pars avec ces bases-là, les longues distances, plusieurs nuits sans trop dormir. Tu sais, je suis quand même, je suis quand même un peu entraîné à ça, ou en tout cas, je l'ai déjà vécu, donc il y a une partie qui est peut-être un peu moins inconnue. Puis maintenant que je sais un peu comment marche la game de la backyard, ben je vais juste arriver un peu mieux préparé. Ce qui m'a un peu affecté à la backyard, ben un peu, je pense pas mal même, le matin, avec tous les moustiques, là, ça, ça, ça a vraiment grugé dans mon mental fatigué. Puis on dirait que ça a dégringolé un peu après, là, où là, à un moment donné, quand j'ai eu une douleur, ben, au lieu de partir en marché puis de dire, gars, je vais continuer en marchant,
puis on verra si je la finis, cette boucle-là. J'ai décidé de revenir, de revirer de bord. Euh, mais je pense que ça avait commencé les boucles avant avec les moustiques là, du matin. Là, mais je vais juste arriver mieux préparé aux moustiques la prochaine fois. Ça va être comme mes bêtes noires à dompter. Sinon, pour le Ça, reste, ça, c'était au camp de base qu'il y avait beaucoup de moustiques? non, non, c'est en partant. En fait, on revenait je pense, la 44e boucle. On repartait pour la 45e. En revenant de la 44e, pas trop de moustiques. On repart pour la 45e. Sur le trajet, plein de moustiques. On se faisait manger. Ma jambe, elle a enflé à un moment de... Ben, après coup, quand j'ai regardé, là, j'avais la jambe gauche super enflée. Je pense que ça venait des piqûres de moustiques que j'ai eues. Ah ouais. Puis la douleur, c'était pas à gauche, là, c'était à droite. Là, c'est ma jambe plus faible, là, c'est la droite. Au niveau de la patte doigt, là, j'ai ressenti une douleur. Puis là, je dis, oh, j'ai déjà fait 45 heures, je pense que c'est assez. Puis j'ai décidé de revirer de bord, mais je pense que c'est parce que mon mental était un petit peu affecté par les maudits moustiques. Puis, est-ce que tu sais, ou au moment qu'on se parle, là, on est le 2 août, est-ce que tu sais si tu peux faire les championnats canadiens avec le 45 heures que tu as fait? Ben, les championnats canadiens, c'est l'année prochaine. Ah, Euh, OK. Cette année, c'est chez Laz. Puis pour aller chez Laz, ça prend au moins 62 tours. J'avais pas l'intention cette année d'aller chez Laz parce que de toute façon, mon horaire est déjà fait, puis je suis de garde, puis je travaille. Donc, Ouais, ouais, tu sais, ouais. je pouvais pas bâtir mon horaire en me disant, oh, je vais peut-être faire 60, puis que peut-être je vais aller chez Laz. Donc, tu sais, mon intention, c'était pas de faire du championnat cette année, ça, c'était sûr. Ouais, ouais, ouais. Par contre, pour l'année prochaine, euh, le 45 peut être correct, mais peut-être pas non plus. Fait que c'est sûr que je vais en refaire un autre, là, mais il reste encore beaucoup de courses d'ici les championnats en octobre 2024. Puis Fait que t'aurais le temps actuellement, de, t'aurais ben, le temps de tu sais, upgrader. actuellement, c'est qu'il il y a 6 courses qui donnent un laissez-passer direct, donc Kakuna et Edmundston dans la région, si on veut. Donc, eux, le gagnant, peu importe le nombre de boucles qu'il fait, ben, il va aller directement au championnat. Puis après ça, ils prennent les 9 meilleurs par la suite. OK. Parmi les neuf qui suivent, moi, je suis le 6e actuellement. OK. Fait que, tu sais, ça peut changer. Il peut y avoir des gens qui fassent des bons temps, puis ça va juste repousser. Puis là, l'année prochaine, c'est des courses qualificatives qui amènent direct. C'est ces courses-là qui vont amener directement au championnat. Fait que là, ben, ça va être ça aussi. Fait que on va voir, là. Tu sais, je pense que oui, ça peut être un objectif de m'y rendre. Puis ça va peut-être passer par des courses. Je suis en train de penser faire Edmundston, justement, vu que c'est une course Silver Ticket qui donne un droit d'entrée direct à- au championnat canadien. Puis je suis déjà inscrit à Kakuna. Ah, OK, mais c'était ça ma prochaine question. Tu m'as devancé. Puis, parce que si c'était plus intéressant pour toi de tenter un nouveau parcours, des nouvelles conditions, plutôt que de refaire la même. Mais... Ben, je vais refaire Kakuna, ça c'est sûr. Mais je vais peut-être Edmundston peut être intéressant parce que c'est au mois de mai, la température un peu différente, Peut-être plus clémente en général, hein? ouais, ouais, il peut y avoir n'importe quoi aussi, là, mais tu sais, il faut être préparé à tout là, dans une backyard. Mais tu sais, j'envisage faire celle d'Edmundston au mois de mai, là, pendant le long week-end. OK. Puis, qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui nous écoute, qui a envie de se lancer dans sa première backyard? Euh, ben, un, faut qu'il réussisse à passer le tirage, mais ça, c'est pour Kakuna, mais non, il y a quand Ah même ouais. plein d'autres occasions, opportunités avec d'autres courses, là, je pense, dans la région maintenant, avec Yvan Lheureux, là, qui ont bâti Ah ouais, il y a le même Gatineau, Big il y a Wolf Backyard. Fait que, Lévis. tu sais, il y a Ouais. Lévis, bon, Montréal n'a pas eu lieu, puis il y a Gatineau. Donc, tu sais, quelqu'un qui veut se lancer là-dedans, c'est de le voir comme un jeu, honnêtement. Euh, Moi, c'est comme ça que je pense que ça a bien fonctionné. Euh, Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une course de cette façon-là, mais j'ai pas mis de chronomètre, j'ai pas mis de distance, j'avais juste l'heure. Fait que je suis parti. De toute façon, le départ, c'est à l'heure, ma montre, elle donne l'heure, c'est parfait. J'avais mes points au virage, je savais à peu près ça prenait combien de temps, fait que je pouvais voir si j'étais plus vite ou plus lent.
Puis j'avais d'autres points de repère que je pouvais regarder sur ma montre, mais ma vitesse, j'ai jamais su. Ma distance totale, oui, je sais qu'à 12 heures, c'est 80 km, à 24 heures, c'est le 100 miles, c'est 160. Mais je savais même pas que j'avais dépassé le 300 km quand que j'ai terminé, là. Puis c'est pas parce que j'étais arrivé à 300 que là, j'ai dit, ah, ben, ça finit là, c'est 300. Je savais même pas. Donc, moi, j'y allais une boucle à la fois. Puis, si ça passait, ça passait. Si ça allait bien, ça allait bien. Puis, je pense que c'est ça, c'est la mentalité qu'il faut avoir, c'est de se concentrer sur la boucle qu'on fait, la boucle à venir. Des fois, il faut penser un petit peu plus loin aussi parce que le sommeil que je vais avoir, que j'ai peut-être pris dans la journée ou que j'ai essayé d'avoir dans la deuxième journée m'a permis peut-être d'être plus réveillé dans la nuit. Tu sais, je pense qu'il faut c'est un peu de stratégie, c'est sûr, mais au final, ça revient à faut essayer de se reposer le plus possible, faut bien manger, puis bien manger, honnêtement, on finit par laisser les sucres très rapidement dans ce genre de course-là. Donc, bien manger, c'est manger des choses de tous les jours, mais ça veut pas dire bien manger vraiment parce que j'ai mangé de la poutine, j'ai mangé des hot dogs, j'ai mangé des grilled cheese. Puis honnêtement, c'est ce qui fonctionne bien. J'avais déjà testé la poutine dans mes défis pour Moisson Estrie, Avançon tous en cœur. Puis dans un de mes défis qui s'échelonnait sur 4 jours, là, ça donnait 77 heures, 3 jours et demi à peu près. Ou c'était un autre, celui-là. En tout cas, c'était sur 4 jours. Ben, j'avais mangé 4 poutines. Ah ouais. Une à chaque jour, ouais, c'était mon défi. Ben, c'était pas mon défi, c'était comme j'avais lancé un peu le défi dans les municipalités. C'est quoi votre meilleure poutine? Puis fait que là, j'avais mes spots à poutine, puis j'ai mangé 4 poutines dans ce défi-là. Euh, euh, Puis c'est resté dans mes longues distances maintenant. Puis à Backyard, ben, j'ai eu 2 poutines, 2 jours, 2 poutines. Quand les organisateurs ont fait cuire des hot dogs puis des grilled cheese, c'était parfait. Puis sinon, tu sais, j'ai bu beaucoup, mais tout ce qui était sucre, gel, jujube, j'en ai pas pris. Les gels, j'en ai pris zéro. Je n'ai même pas amené. Je me suis dit ça, j'en prendrai pas. Les Mhm. seuls sucres que j'ai pris un peu plus, c'est les sucres moins recommandés, c'était des barres fruits to go. Puis c'était les Two Bites Brownies. Tu sais, c'est ce que j'ai pris en sucre, là. Le reste, c'était des muffins au thon que ma copine avait cuisiné. Puis c'était euh, de la soupe, des Plus des nouilles. trucs salés. Ouais, les choses salées, mais dans le longue distance, le sucre fonctionne pour quelques heures. À un Ouais. moment donné, on se tanne, puis on veut d'autres choses, puis c'est plus ça qu'on a besoin. Ce qui fonctionne bien pour moi aussi dans les longues distances, c'est les avocats. Moi, c'est comme euh, mon fruit et légume, en tout cas, qui est Puis, préféré avec les bananes. Ouais. mais comment tu le manges au juste? On l'ouvre. Ça s'ouvre, Non, ça non! s'ouvre, ça s'ouvre avec les mains, puis on squeeze après. Non, je le prends tel quel, là. Ah ouais, ok, ok. Ah Non, ben, ouais. ma question, c'était plus, est-ce que tu te fais une genre de guacamole en purée puis tu le manges Non. comme un gel ou Honnêtement, c'est parce que tu sais, tu finis par perdre tout ça après, de toute façon, après 48 heures, là, il y a plein de choses qui sont plus bonnes, là. Fait que non, le Ouais. bon avocat, il est là, tu le twists vis-à-vis son sens, là, le sens de la longueur. Ça te donne tes 2 morceaux. Naturellement, on oublie le noyau. Puis après ça, je fais juste squeezer, puis là, ben, tu le manges dedans. Ok, hey, C'est une c'est la cuillère, première tu le fois. prends, tu le prends, c'est une cuillère, tu prends la cuillère, mais c'est parce que dans mes ultras, ça m'arrive des fois que je pense pas mettre une cuillère, mais ça se mange en squeezant l'avocat de toute façon. Ok, ben, c'est la première fois que j'entends ça, quelqu'un qui mange des avocats mais c'est Ouais. une bonne idée. Ben, c'est des bons gras, puis Ouais. c'est bon C'est au facile goût. à digérer. Oui, oui, c'est très facile à digérer. Ouais. OK, OK, super. Puis, toi, pour toi, ta nutrition, ça s'est bâti comment un peu ton plan de nutrition au travers les années et tes longs défis? Honnêtement, j'ai pas vraiment de plan de nutrition. Tu sais, dans la backyard, c'est que tu veux une diversité d'aliments, là, parce que tu sais pas trop qu'est-ce qui va bien passer, qu'est-ce qui passera pas. Puis là, tu sais, là, j'ai réalisé que de toute façon, il y a plein de choses que j'ai pas pris, puis que probablement j'aurais jamais, tu sais, que je
que j'aurais peut-être pas jamais besoin dans mes backyards, là. Comme je disais, les sucres, là, Ouais, tu sais, ouais, ouais. j'en amène, mais c'est pour dépanner au cas où. Mais c'est sûr qu'au fil des ans, il y a des choses qui ont ressorti de la liste, qui est un peu plus, que je vais plus utiliser même dans mes sorties longue distance, dans les randonnées rapides que je fais aussi avec ma copine. Ben, tu sais, il y a des choses qui sortent un petit peu plus du lot. Puis c'est souvent ça vers quoi je vais revenir dans les courses longue distance. Puis là, je pense à des purées de pommes en sachet qu'on met dans les lunchs des enfants. Je pense à des barres aux figues. Puis bon, c'est sûr qu'il va y avoir des fois des jujubes, mais comme je dis, je te mets vite dans les très longues distances. Puis sinon, ben c'est bon, les muffins au thon, on en mange pas mal, moi puis Annie-Claude dans nos sorties. Là, elle fait des muffins avec une pâte, puis c'est du thon, puis il y a du fromage. Fait que, tu sais, c'est salé, ça va chercher ce qu'on a besoin, c'est très soutenant. Ben, au lieu de prendre des sandwichs dans mes courses, c'est ce que je vais prendre maintenant aussi, là. Fait que, tu sais, tranquillement, il y a des choses qui sont un peu délimitées dans ce que je vais prendre. Dans les liquides, tu sais, des fois, je vois avec la facilité, le Gatorade, c'est déjà tout là, tu ouvres la bouteille, c'est facile. J'ai quand même des boissons sportives avec des BCAA, là, des brain chain aminoacides, là. Donc, ça, je pense, dans ma backyard, ça m'a beaucoup aidé parce que c'est ce que je trimballais sur le parcours. Au lieu de trimballer de l'eau, du jus, j'avais ça. Donc, j'avais mes protéines liquides sur le parcours. C'est ce que j'ai fait. Puis je pense que ça a été très bénéfique. L'eau de noix de coco, c'est aussi quelque chose que maintenant je prends beaucoup en liquide. Puis là, dernièrement, j'ai goûté au fameux BioSteel là, que plein de gens utilisent, surtout les Ouais, joueurs de qui est hockey. sans sucre, hein, je pense, en Ouais, sans plus. sucre, mais tu sais, c'est une boisson d'électrolyte, si on veut. Fait que, tu sais, j'avais des mélanges d'électrolytes avant. Celui-là est déjà mélangé, déjà dans des petits cartons. Fait que, tu sais, je prends ça à la place maintenant. Puis ça a bien fait la job pour la backyard. Puis je vais trimballer ça maintenant dans mes défis aussi, là, dans des gourdes probablement, là. OK, super. Puis, sinon, qu'est-ce qui t'attend pour la continuité de l'année? Je sais qu'il y a il me semble qu'il y a le Bromont Ultra. Oui, effectivement. Non, ce qui s'en vient, c'est ben, il y a toutes les montagnes avec Annie-Claude, là, donc en fin de semaine, on part le 5 août là, pour aller faire le Mont Catadin, on va être dans le Baxter National Park pour faire les trois hauts sommets qui font partie des 4000 pieds, là. Il y en a trois sommets à cet endroit-là, puis on va redescendre tranquillement. Vers les White Mountains pour faire les autres sommets. Donc, on a l'intention de faire les 14 sommets du Maine là, durant notre semaine de vacances, puis peut-être plus parce qu'il va probablement avoir un peu plus de temps. Puis peut-être qu'on va aller compléter certains sommets qui nous manquent dans les Adirondacks, par exemple. Fait que ça, OK. c'est un défi un peu plus longitudinal. On l'a commencé en juin l'année passée. Puis déjà, je pense qu'on est rendu à 86, 89 sommets sur les 115, 114, 115. On va en rajouter sur les 115. Puis là, on va en rajouter un minimum de 14 prochainement. Fait que ça, c'est ce qui s'en vient très bientôt. J'ai parlé tout à l'heure de la Hot to Hot Traverse. Donc ça devrait être le 22, 23, là, le lundi, là, 21, 22, 23 dans ce coin-là, où je vais probablement me relancer dans les White Mountains sur un long trajet. Après, là, j'hésite pour l'instant. Là, je suis pas encore inscrit, puis il reste de moins en moins de temps et de moins en moins de place, mais il y a le Arikana que j'aimerais retourner à un moment donné. Je l'ai faite en 2014, la première fois qu'ils faisaient l'édition du 65K. Ouais. Là, depuis qu'ils ont rajouté le 125, c'est une distance qui m'intéresserait. Puis c'est un parcours aussi qui m'intéresserait aussi parce que j'ai déjà fait en fast packing, là, puis je sais à quoi m'attendre. Mais c'est surtout l'ambiance, l'aspect festif là, que Arikana peut amener, là. Fait que ça, je l'ai en tête, mais je suis pas encore inscrit. Puis peut-être qu'il ne reste plus de place de toute façon, là. Mais c'est pas plus grave, là. Il était pas prévu à l'horaire pour l'instant. Mais sinon, la semaine qui suit à Arikana, il y a Beluga Trail. Fait que, il y a ça de prévu, là, mais
petite distance, on verra bien. Là, pas pour les podiums. Là. Je vais peut-être le faire avec Annie-Claude. C'est ce qu'on avait prévu, là, de faire ensemble, les deux ensemble. Et il y a le Bromont Ultra par la suite en octobre, où là, je refais le 100 miles. Pour le 10e anniversaire. Oui, c'est vrai, c'est le 10e anniversaire. Je pense qu'on me disait même que maintenant que Gilles n'est plus un peu moins impliqué dans l'organisation, il va le courir. Donc, C'est la ça va être rumeur que j'ai bien. entendue. Ouais, ouais. Je sais pas. Il n'y a rien de confirmé au moment. Je pense que c'est une rumeur, mais Ouais, ben, c'est une rumeur que j'ai entendue sur la backyard. bon, c'est une rumeur qui a fait un petit peu le tour du Québec, Elle a mais fait du chemin, elle a fait des allers-retours sur la backyard. Mais non, mais je pense que ça va être intéressant là, comme édition. Après ça, c'est tranquille pour le reste de l'année. OK, super. La- Puis la- 2024, tu disais que tu voudrais Ben, faire il y a des les backyards. backyards, il y a le marathon de Boston en avril, les backyards, fort probablement Edmundston et Kakuna et peut-être les championnats mondiaux. Puis après ça, je vais voir entre ça qu'est-ce qui va pouvoir se rajouter, mais il n'y a rien de prévu pour l'instant. Puis sinon, là, moi, il y a un truc qui me chicote, le Triple Crown, là, les trois courses de 200 mètres. C'est quelque chose qui t'a déjà intéressé, ça? Ben, tu vois, il y a quelqu'un actuellement qui a un ami qui fait un voyage dans euh, Utah et tout ça, là, puis qui parlait ben, qui était comme dans la région du Moab, là, puis là, je sais qu'il y a le Moab 200. Là, je me disais, Ouais. ah, peut-être qu'à un moment donné, il faudrait que je laissais celui-là. Fait que, tu sais, honnêtement, c'est comme récemment que ça a peut-être ça perce son chemin dans ma tête, là. Fait que peut-être qu'à un moment donné, oui, ça va se retrouver dans ma liste de courses à faire. L'année prochaine, il y a peut-être un autre 100 mètres qui serait le Javelina John Dredd, là, qui serait peut-être intéressant à faire là, avec Le party d'Halloween. ben oui, c'est ça. Annie-Claude y a déjà été, puis avec des amis, puis là, elle voudrait y retourner. Fait que c'est Il peut-être y a quelque chose toujours que. beaucoup de Québécois qui sont là en plus. Ouais, ouais, fait que ça pourrait être intéressant. Fait que tu sais, j'ai rien d'officiel à part la backyard pour l'instant, Kakuna. Mais il y a des choses qui tranquillement vont peut-être faire leur chemin pour d'autres années, notamment le Moab, là, peut-être. OK. Puis sinon, le Grand Slam, c'est-tu quelque chose qui t'a déjà intéressé, ça? Les quatre, je pense que c'est à 500 miles à cette heure. Ouais, en peu de temps. Non, pas tant que ça, tu sais. Non. Non, non, vraiment pas, là, pas dans la même année. Tu sais, j'aurais pas le temps. Puis c'est beaucoup d'investissement quand même de faire plusieurs 100 miles. Temps, Fait que, mais argent et tout, là, ben, plus, c'est là. ça, avec mon travail, tu sais, je pense qu'il faut, ça reste que, il y a mon contexte de vie quand même, puis C'est ça, ouais, ouais, ouais. oui, oui, je suis chanceux de pouvoir participer à des belles courses, mais je peux pas être parti non plus tout le temps. Fait que j'ai la garde à assurer au même niveau que mes collègues, donc je construis mon calendrier autour, ou si je connais mes courses à l'avance, c'est moi qui fais les listes de garde, donc je construis ce que je veux autour de mes gardes aussi. Parce que je suis le chef du service des soins intensifs aussi. Fait que, tu sais, j'ai d'autres chapeaux. Je suis professeur à l'université. Ah Tu ouais, sais, OK. ben, quand on est médecin au CHU, à Sherbrooke, au CIUS d'Estrichu, euh, on est aussi professeur affilié avec l'Université de Sherbrooke, la faculté de médecine. Fait que j'ai des tâches professorales envers les étudiants, les externes, les résidents. Donc, il y a beaucoup de choses dans mes calendriers. Ouais, Puis ben oui, ben oui. faut bien conjuguer tout ça. Puis, tu sais, c'est sûr que 5 gros ultras, c'est peut-être trop là. Donc, faut que je planifie bien mes choses, là. Puis, j'ai pas vraiment l'intérêt de faire ça non plus pour l'instant, là. OK. Super. Puis sinon, à part le monde, le nouveau monde des backers que je pourrais dire pour toi, y a-tu un autre univers comme ça que tu disais, ah, ça me semble dans une couple d'années, dans 5 ans, je sais pas, mettons, un ultramarathon en Antarctique, ou y a-tu quelque chose, un défi hors du commun que tu n'as pas fait qui t'appellerait pour le futur? Pas pour là. Ben, tu sais,
j'ai quand même une liste, bucket list, là, puis bon, il y a la Direttissima qu'on a parlé tout à l'heure dans les White Mountains. Ouais. Il y a dans les grandes courses d'Ultra 160 autour de ça, il y a le Grand Raid de la Réunion, là, que je pense fait partie quand même des courses C'est que un j'aimerais grand bien faire. classique, là, ouais. J'aimerais bien faire à un moment donné. Euh, mais j'ai pas, non, j'ai pas de vision aussi loin. Comme je l'ai dit souvent, euh, ça va se dessiner au fil des ans. Puis, je vois pas aussi loin que ça, là, présentement. Oui, il y a eu un engouement. La backyard, je vais aller vers ça, mais où est-ce que ça va me mener? Je ne sais pas. Puis ça a été pas mal ça, mon parcours. Je dirais même mon parcours, il y a peut-être un lien à faire, mon parcours en médecine, puis mon parcours comme coureur. Il n'y a rien qui était prévu, dessiné. Je veux dire, quand j'ai choisi la médecine, c'est un orienteur qui m'a dit au cégep, ben, tu as des bonnes notes, pourquoi aller vétérinaire, tu pourras aller médecin. Bon, OK, parfait, je vais aller médecin. Quand j'ai commencé la médecine, je voulais rien savoir de la pédiatrie. Quand j'ai fait mon stage en pédiatrie, j'ai aimé ça. J'ai réussi à échanger ma carte de stage de résident de médecine de famille pour aller en pédiatrie. Le premier stage que je fais, c'est les soins intensifs. Ah, c'est le fun. Ben, je suis rendu intensiviste pédiatre maintenant. Donc, tu sais, les portes se sont ouvertes, puis j'étais allé explorer, puis la course a été un peu la même chose. Tu sais, en commençant sur route, ben, ça m'a amené vers l'ultra un peu parce que tu sais, je voulais faire des longues courses, comme je disais tout à l'heure, pour que mon marathon soit plus facile. Ben, ça m'a amené dans les ultras, ça m'a amené à la trail, ça m'a amené à courir en poussant des gens, en poussant mes enfants. Tu sais, les portes se sont ouvertes comme graduellement, puis c'est pas, je me suis pas dit, ah, dans 3 ans, c'est ça que je veux faire. J'ai pas cette visée-là. J'ai peut-être cette chance-là de pouvoir justement clencher des longs défis, des gros défis, un peu n'importe quand. Puis, tu sais, tous les gros défis que je fais sans dossard, euh, en guillemets, tu sais, je les compte pas dans mes courses. Tu sais, j'ai fait 50 ultramarathons, mais j'ai fait 60-70 défis de plus de 60 kilomètres dans les White Mountains et ailleurs. Puis ça, ben, je les compte pas. Puis dans une année, ben, je peux me retrouver à en faire plusieurs de ces défis-là à travers le calendrier de course. Fait que, où ça va me mener, je ne sais pas. Puis, je pense que c'est ce que j'aime dans mon histoire, c'est on verra bien. Puis, on va aller explorer s'il y a quelque chose qui a l'air d'être intéressant à un moment donné. S'il y a un autre format de course qui apparaît, peut-être que je vais vouloir l'essayer. On verra bien. Là, ben, je vais aller m'amuser l'année prochaine encore dans les backyards. OK, super. Puis c'est quoi le meilleur endroit pour te suivre? Je sais que tu es quand même actif pas mal sur Facebook avec. Ouais, ben c'est plus Facebook, effectivement, que je vais être un petit peu plus actif. Disons que mon site web, je l'alimente pas, je mets des choses à jour. C'est plus un CV sportif, si on veut. Fait que ça arrive souvent que les gens, comme tu sais, demain je vais avoir une entrevue radio, ben ils vont aller voir mon site web, puis ils me connaissent un peu mieux en regardant mon site web, mais il y a un lien vers mon blog. Là-dessus. Donc, de temps en temps, j'écris, mais pas à outrance, là. C'est quelques articles par année seulement, des courses un peu plus significatives. Puis sinon, sur Facebook, je suis un petit peu plus actif, ça c'est sûr, quand je fais des défis. Puis, ouais. Super. Ben écoute, félicitations encore pour la backyard. Ouais, Euh, merci. Écoute, la délégation Trail de Bromont savait que tu allais bien faire. Puis, tu as su nous surprendre encore comme tu as toujours su le faire depuis toutes ces années. Parce que Ouais. moi puis Martin Dubois, on courait ensemble pendant que tu courais, puis on savait que tu allais courir plus longtemps que nous, là. Ouais. Ouais. Donc, ben, félicitations pour tous tes accomplissements. Félicitations aussi pour le message porteur d'espoir, de sens, puis tout ça que tu amènes dans le sport. C'est vraiment inspirant. Puis, c'est le fun de voir que tu n'as aucune prétention, que tu as toujours su alimenter le plaisir depuis autant d'années. Puis, écoute, tu es une inspiration pour moi qui court aussi depuis 8, presque 9 ans mais maintenant, là. Fait que, ben, merci pour ce que tu fais. Ben, un grand merci de m'avoir reçu, puis que j'ai eu la chance à nouveau de partager mon histoire. C'est toujours intéressant, les discussions que j'ai avec les gens pour les podcasts là, ou pour des entrevues. Fait que non, un grand merci. Ça,
ça remet toujours un peu les idées au clair pour moi aussi. Puis, tu sais, ça organise toujours bien ma pensée sur pourquoi je veux continuer à courir aussi. OK, super. Ben écoute, bonne continuité, puis ben bon road trip aussi dans les montagnes. Catadin, c'est vraiment magique. Tu vas Ouais, adorer. Puis ben je sais pas si c'est ton combienième Bromont Ultra, mais bon 10e anniversaire. ouais, merci. Ça va être mon troisième 100 miles. J'ai déjà fait le 80 puis le 55 aussi. OK, Toujours super. une belle petite fête, ça aussi, le Bromont Ultra, là, c'est toujours intéressant. Ouais, puis tu sais, dans notre région à nous, c'est une belle course pour pas mal conclure la saison trail, Ouais, là. ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Bon, ben super, merci beaucoup à toi. Ouais, ben, un grand merci, puis un grand bonjour à tes auditeurs. Merci beaucoup. Salut.